Bienvenue à toutes et à tous, les personnes qui ont pu nous rejoindre pour cette étape un peu particulière du Rexbeam Tour. On pourrait l'appeler le Rexbeam Zoom pour l'occasion. Vous le savez, la période que traverse le pays, et pas que le pays d'ailleurs, a amené toutes les organisations à adapter leur mode de relation, notamment à distance, mais également les événements. C'est pour ça que la Fédération Sinov a décidé de continuer à faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur un sujet important, le BIM, en organisant entre aujourd'hui et début juillet plusieurs étapes du Rexbeam Tour en visioconférence. Voilà. Donc, avant d'accueillir nos participants pour cette table ronde qui nous réunit aujourd'hui, je vous rappelle juste quelques petites consignes. Si vous avez la possibilité, si vous souhaitez interagir avec nous au moment où on vous proposera des questions pendant les échanges, connectez-vous sur klaxoon.com ou cherchez tout simplement Klaxoon sur votre navigateur de smartphone ou d'iPhone. Hein, évitez de mixer la navigation entre les deux interfaces Zoom et Klaxoon sur votre PC ou sur votre Mac. Ça sera plus fluide et vous pourrez ainsi répondre sur votre smartphone ou iPhone aux questions qu'on vous enverra tout à l'heure. Il suffit de se connecter sur Klaxoon, vous arrivez sur l'écran d'accueil et vous pourrez ensuite, en intégrant le code que je vous ai précisé à l'écran, 3VSN9FP, vous vous tiendrez prêt et vous vous laisserez guider pour répondre aux questions que vous recevrez. Voilà, donc nous allons, avant de commencer, je vais laisser le soin à Julien Mercier, qui est vice-président de Sinov en charge de l'innovation et de la prospective et également animateur du groupe de travail BIM et transition numérique donc chez Sinov. Merci Guillaume d'être avec nous pour cette première étape à distance, entre guillemets. Ok. Guillaume, est-ce que vous pouvez Julien, pardon, Julien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le Rexbeam Tour et en quoi il s'inscrit dans la démarche de Sinov vis-à-vis du monde de l'ingénierie et de la construction en général? Bonjour à tous, Julien Mercier. Oui, donc le Rexbeam Tour a été créé en 2018. Il a déjà eu une date en 2018, quatre en 2019 et une en 2020 sur l'île de la Réunion. En fait, l'objectif, c'était qu'on pouvait voir au travers des différents événements BIM, que ce soit les BIM World ou d'autres communications, qu'effectivement le BIM semblait assez facile, toujours des exemples, on va dire, qui permettaient de mettre en avant et de faire les louanges, on va dire, de ce processus de travail, auquel on croit tous, bien sûr. Mais nous, au sein de la Fédération Sinov, on a à peu près 2000 adhérents qui sont répartis sur tout le territoire. Et on n'avait pas forcément toujours les mêmes sons de cloche. On avait des adhérents qui rencontraient des difficultés en termes de formation, en termes de financiers parfois pour pouvoir acquérir ces solutions, et des difficultés aussi parfois techniques. Et donc, on a souhaité aller directement sur le terrain, rencontrer ces personnes et présenter des projets qui avaient été menés par des architectes, des équipes d'ingénierie, des entreprises et des maîtres d'ouvrage, et qui puissent en fait témoigner sur qu'est-ce qu'était le BIM pour eux et comment opérationnellement ils avaient pu le mettre en œuvre et mettre en avant aussi, on va dire, les échecs ou les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer, mais aussi les espoirs ou tout du moins les avantages qu'ils avaient pu en tirer. Donc, c'est vraiment une logique de retour d'expérience. C'est aussi une logique de ne pas forcément être dans le BIM facile ou la promotion du BIM à tout prix. C'était aussi d'être assez, on va dire, opérationnel et objectif, on va dire, sur ce qu'est le BIM. Et il en est ressorti au travers des différents Rexbeam Tours depuis 2018, on va dire des choses qui ont émergé. Donc les points, on va dire, d'achoppement sur le BIM aujourd'hui, c'est ce qui est ressorti, c'est toute la problématique de formation. Et on remercie d'ailleurs nos partenaires sur ces sujets. Formation parce qu'effectivement, c'est un processus de travail qui nécessite de se remettre en question. Des difficultés aussi sur les niveaux de maturité des acteurs, on va en discuter tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, au sein d'un projet, on peut avoir des gens qui sont un peu plus aguerris que d'autres, et ceux qui sont un peu plus débutants, ça peut rendre difficile le projet par rapport à ça. Et aussi des sujets d'interopérabilité. Donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, donc l'interopérabilité, qui est un sujet important. À la fois l'interopérabilité des logiciels, c'est-à-dire
passer d'un modèle à un autre via un format IFC, mais aussi l'interopérabilité aussi de l'actant humain avec un grand H, parce qu'il faut aussi que on parle de collaboration, mais il faut aussi que les gens aient envie de collaborer et travailler ensemble. Et pour moi, ça fait partie intégrante des problématiques d'interopérabilité. Donc voilà, rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, on est contraint de faire ce Rexbeam maintenant de façon digitale. On a pu voir aussi par ailleurs au niveau de la fédération que les projets qui étaient en processus BIM pendant la période Covid ont pu globalement continuer à se faire. Donc ça, c'est quand même quelque part un point positif, puisque on avait la possibilité de travailler à distance. Ça n'a pas toujours été simple. Je prends nous, au sein de ma société, on a pu également continuer. Donc, ça veut dire aussi que le travail déspatialisé, le télétravail, avec les outils qui sont mis à disposition, est possible, avec certaines limites aussi. Je pense qu'on a besoin de se voir physiquement, mais ça a permis effectivement pour certains de continuer à leur activité dans des conditions, on va dire, à peu près acceptables. Voilà, donc je laisse la table ronde démarrer. Et bonjour à tous, et merci d'être là. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup Julien pour cette introduction. En effet, on va beaucoup parler d'interopérabilité, c'est le sujet. Tu as bien fait de préciser qu'on allait l'aborder sous deux angles, l'interopérabilité sous l'angle technique, mais aussi sous l'angle humain. On va parler de conduite du changement et ton regard en tant que spécialiste du team management nous sera utile. Alors, je vous remercie d'accueillir donc nos quatre intervenants du jour. Julien, donc, qui s'est déjà présenté donc, en tant que représentant de Sinov, mais qui est aussi dirigeant d'Impact, donc spécialisé notamment dans le BIM management, beaucoup d'AMO BIM. Émilie Touré, BIM manager à la direction de la construction des bâtiments publics de Toulouse Métropole. Bonjour. 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 Emmanuel Di Giacomo, responsable Europe développement des écosystèmes BIM chez Autodesk. Bonjour. Et bonjour Guillaume Vray, donc directeur France de Allplan. Bonjour à tous. Voilà. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi et comment garantir les échanges, la collaboration, la continuité entre les acteurs, les informations dans un processus BIM. Avant de commencer, on va lancer les deux premières questions Klaxoon et on entrera dans le vif du sujet. Ça sera important pour nous pour voir un peu quelle est la maturité, des personnes avec qui nous sommes réunis aujourd'hui sur le BIM, en tout cas quel est leur niveau d'usage. Et donc, on va tout de suite aller sur Klaxoon. Donc, pour rappel, vous avez reçu logiquement le code pour vous connecter. Voilà. Voilà, donc nous voilà dans Klaxoon. Et donc, je vais tout de suite lancer, préparez-vous avec vos smartphones ou vos iPhones à répondre à la première question. Voilà, donc si vous êtes connecté, vous pouvez répondre à la question qui s'affiche à l'écran. À quelle catégorie appartenez-vous? On a besoin de savoir qui sont les acteurs qui se sont inscrits. Et donc, on voit que, voilà, ça progresse, ça progresse. Sur les 24 personnes qui sont connectées en simultané avec nous. Donc, on a proposé évidemment différentes catégories, architecte, ingénierie, maître d'ouvrage, école, les étudiants, hein, on peut le dire Julien, les étudiants et les écoles qui sont très actives aussi et très présentes sur le Rexbeam Tour, c'est important, l'ingénierie et les acteurs de la construction de demain. Encore 11 personnes doivent répondre. On va encore attendre 10 secondes et on aura comme ça une première photographie des personnes qui sont réunies avec nous aujourd'hui. Allez, encore 10 réponses en attente. 9. Allez, 5 secondes et on arrête. Il y en a un qui s'est rétracté. Voilà, quelqu'un s'est rétracté. Donc, on voit que une bonne moitié des personnes connectées sont plutôt dans l'ingénierie, des bureaux d'études, des représentants des éditeurs, tiens, pour un quart des représentants, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Évidemment, on a aussi donc des maîtres d'ouvrage. Les autres catégories sont un peu plus… Ah oui, on a les entreprises à 6%, des services, des entreprises de services, conseils, formation, AMO. Pas d'architecte, pas d'école. En ce moment, c'est un peu compliqué de les avoir, évidemment. Voilà, une première question. Voilà, on voit bien qu'on a
on a un public assez diversifié. Et enfin, deuxième question avant d'entamer la table ronde. Utilisez-vous le BIM dans votre activité aujourd'hui? Ça nous permet, quand on anime une réunion, de mesurer le niveau d'appropriation, d'habitude et d'usage du BIM des personnes qui sont avec nous. Encore 9 personnes, 8 personnes, 7. Compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Donc, on a quand même les 2 tiers. Les 2 tiers des personnes qui sont connectées avec nous qui utilisent le BIM aujourd'hui. Ça veut quand même dire un tiers parmi les acteurs qu'on a présentés juste avant. Un bon tiers des participants aujourd'hui qui n'utilisent pas le BIM. Donc, il va falloir faire preuve de pédagogie, de vulgarisation, et c'est ainsi que je vais faire l'enchaînement tout de suite avec la table ronde. Je reviens sur notre écran. Voilà. Donc, on va commencer avec Émilie Touré. Émilie Touré, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour répondre à cette question, il est important qu'on donne le sens quand même du BIM vis-à-vis des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont pour Toulouse Métropole, grand maître d'ouvrage, quelles sont les attentes, les bénéfices attendus vis-à-vis du BIM? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, chez Toulouse Métropole, la réflexion a débuté en 2014. Le BIM commençait tout juste à se développer, les commandes manquaient et de nombreux indices laissaient à penser que de nouvelles pratiques fondées sur la maquette numérique allaient se développer. Dans l'année qui a suivi, donc en 2015, la mairie de Toulouse a décidé de contribuer à cette évolution des pratiques en établissant une charte dédiée à la maquette numérique dont la mise en application serait expérimentée sur un projet pilote, dans un premier temps. Les avantages attendus du BIM sont nombreux. Pour une collectivité maître d'ouvrage public et gestionnaire de son patrimoine comme Toulouse Métropole, le fait de disposer d'un état exhaustif de ces bâtiments est inestimable. La maquette numérique fournie par le maître d'œuvre et donc complétée par les informations des entreprises nous permet de connaître l'ensemble du bâtiment et des équipements qu'il compose. Naturellement, on se projette dans une vision d'optimisation de la phase maintenance et exploitation avec un accès en temps réel à l'information fiable et à jour. Donc, les objectifs et les attentes qui ont été mis en avant par la collectivité et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui sont en premier lieu une amélioration de la compréhension du projet par les membres du jury en phase concours, dont les élus, grâce à la visualisation de la maquette numérique et à son insertion dans le site. Ensuite, c'est une meilleure appropriation du projet par nos directions gestionnaires et les futurs utilisateurs du bâtiment, dans le but de s'approprier donc le site. Et les directions gestionnaires, donc pour nous, sont les directions pour lesquelles on travaille. Par exemple, quand on construit un groupe scolaire, nous travaillons pour la direction de l'éducation. Si on a un équipement sportif, nous travaillons pour la direction des sports, etc. Ensuite, dans les attentes, nous espérons aussi une réduction des avenants du chantier, du fait de la détection des conflits en amont, et donc une gestion qu'on espère plus sereine, une maîtrise des délais. Et enfin, une facilitation de la maintenance ultérieure par une meilleure anticipation des besoins. Et c'est un enjeu considérable pour la ville de Toulouse qui possède approximativement 2600 bâtiments publics. En tant que gestionnaire du patrimoine, il est aussi évident de vouloir obtenir à l'issue des travaux les informations qui seront utiles pour toute l'exploitation du bâtiment. Donc sous la forme d'une maquette numérique et du bâtiment tel qu'il a été construit. Et un dernier point qui n'apparaît pas dans les objectifs de la charte BIM, mais que l'on s'efforce de mettre en place sur nos opérations dorénavant, c'est la réduction de notre consommation d'énergie qui passe par l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Donc le BIM, selon moi, présente aussi toutes les qualités requises grâce à ses capacités d'analyse. Il permet en amont, donc au moment des études, de vérifier et d'adapter la conception d'un projet afin de réduire son impact environnemental. Merci. Donc, on a compris des bénéfices pédagogiques, professionnels, en termes de gestion, d'optimisation, en termes de délai, de budget, de tout ce qui est exploitation, maintenance également, et demain, davantage
sur le volet environnemental. Alors, par rapport à tous ces objectifs que vous venez d'exprimer, qui sont finalement la finalité que tout le monde doit, vers laquelle tout le monde doit tendre quand on répond à un appel d'offres et quand on participe à une opération, où vous en êtes à votre niveau, chez vous, Toulouse Métropole, du BIM, depuis combien de temps et quel est votre niveau d'avancement? Et surtout, pour en arriver à notre sujet, en quoi l'interopérabilité, pour vous, joue un rôle important et peut-être aujourd'hui rencontre des difficultés pour atteindre ces objectifs? Donc, à Toulouse Métropole, comme je disais, la réflexion a débuté en 2014. Les premiers projets sont sortis en 2016. Et depuis 2017, ma direction a pris le parti de généraliser le BIM dans l'ensemble des marchés publics, sur la construction des bâtiments neufs, pas encore pour la réhabilitation. Donc aujourd'hui, nous avons une dizaine de projets en cours à différentes phases. Nous avons réceptionné notre 2 premiers bâtiments des groupes scolaires sur l'année 2019. Donc, nous sommes en attente des premiers DOE BIM. Et ensuite, nous avons aussi fait l'acquisition d'un logiciel de GMAO compatible BIM, puisqu'on avait un logiciel de GMAO jusqu'à présent qui arrivait en fin de maintenance. Et la ville a donc choisi de poursuivre avec un logiciel compatible BIM. Donc, il lira les maquettes numériques au format IFC. Donc, aujourd'hui, dans tous les cas, le Code des marchés publics nous interdit d'imposer une marque ou un logiciel spécifique. Donc, on demande un format IFC. On demande également un format natif, puisqu'en interne, nous travaillons avec un bureau d'études et nous sommes équipés d'un logiciel Revit. Donc, pour poursuivre un bâtiment, lorsqu'il a été réceptionné, il fera sûrement l'objet de rénovation, d'extension, de mise aux normes. Donc, pour continuer à travailler sur un fichier, puisque le format IFC, est, comme M. Di Giacomo l'avait déjà dit lors de précédentes conférences, c'est surtout un format d'échange. En format de travail, on travaille donc nous sur Revit et on essaie de garder un format natif. Alors justement, on va aborder le sujet sous l'angle technique dans un premier temps et après on s'approchera de plus en plus vers le côté humain. Ça se passe comment l'interopérabilité? J'ai envie de dire pour vos équipes en interne, que c'est des formats de données différents, des logiciels qui évoluent, on l'a bien entendu, des solutions qui évoluent, mais et aussi, j'ai envie de dire, et aussi et surtout avec justement les entreprises qui travaillent pour vous. C'est facile aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on essaie de rester proche des entreprises et des différents intervenants avec lesquels on travaille, en ayant beaucoup d'échanges avec donc le CINOV, avec la Fédération française du bâtiment, avec la CAPEB, l'Ordre des architectes, pour avoir un retour un petit peu et de jauger la maturité un petit peu BIM des entreprises locales, puisque pour nous, lancer les marchés en BIM, c'est aussi une finalité par rapport à l'exploitation maintenance et les objectifs qu'on s'est fixés. Mais le but n'est pas de restreindre l'accès à nos marchés. Donc, on essaie de travailler avec l'ensemble des organismes pour que tout le monde évolue un petit peu en même temps. Ce n'est pas toujours simple. Certains sont plus agiles que d'autres, mais globalement, on a aujourd'hui un nombre important de réponses sur l'ensemble de nos marchés. D'accord. Alors, on reviendra vers vous tout à l'heure, Émilie Touré. Là, comment parler des logiciels? Je souhaiterais aborder tout de suite ce point avec les deux éditeurs qui sont aussi partenaires du Rex BIM Tour, Guillaume Vray chez Alplan et Emmanuel Di Giacomo, en commençant peut-être par toi, Guillaume. Alors, oui. Guillaume, on l'a entendu tout à l'heure au travers du témoignage d'Émilie Touré. Le format IFC, format natif, en fait, on a l'impression que c'est un débat éternel. C'est un débat et une question éternelle chez les gens qui veulent se lancer dans le BIM, en fait. Sans mettre dans la balance le côté concurrentiel entre éditeurs, bien sûr, mais alors finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour un professionnel de choisir sa solution ou de mettre le pied à l'étrier du BIM en maîtrisant cet aspect échange, interopérabilité des données? Non, en fait, j'ai envie de dire, merci Arnaud pour la question. En fait, j'ai envie de dire, la question, en fait, la réponse, elle est très simple. Parce que, comme l'a dit très justement Émilie, Madame Touré, le côté IFC sur les gros projets, notamment, c'est quelque chose qui devient incontournable.
Ce qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est l'exemple du BIM d'Or qui a été couronné les dernières au mois de septembre. C'était un projet de Eiffage Construction sur le projet Hyperion à Bordeaux. Tout le projet a été fait complètement basé sur de l'IFC. Et c'est vrai que dès qu'on commence à travailler sur des projets de major, que ce soit de l'Eiffage, du Vinci, du Bouygues ou bien des conseils départementaux comme la métropole de Toulouse, par exemple, ou d'autres, effectivement, il y a une problématique de gestion de patrimoine. La maquette IFC, elle permet vraiment de faire cette philosophie de gestion de patrimoine et de DOE, d'accord? Et elle va permettre d'exploiter la maquette pendant des années. Ok. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'une solution logicielle ne va pas savoir tout faire. C'est ce qu'on a dit plein de fois. Ce qui veut dire que du coup, il y a vraiment des silos. Donc, il y a la spécialité métier électrique, métier génie civil, métier, par exemple, tuyauterie. Tous ces métiers-là, chaque logiciel a sa spécialité. Ce qui veut dire que du coup, chacun doit échanger. Et l'objectif de ce format IFC, c'est justement toute la philosophie du BIM, c'est de collaborer ensemble. De ne pas avoir à devoir refaire plusieurs fois des tâches et des actions et de gagner en productivité et de ne pas perdre de temps à devoir repartir d'un plan 2D pour reconstruire quelque chose. La philosophie, effectivement, c'est vraiment cette notion d'échange et de sécurité. Donc, pour moi, il n'y a pas débat de prendre telle ou telle solution, mais c'est qu'il n'y a plus débat sur se dire est-ce qu'il faut travailler en EFC ou pas. La réponse est clairement oui. D'accord. Alors, je vais passer la parole à Emmanuel Di Giacomo. Emmanuel, Guillaume est en partie rassurant, mais finalement, quand on interroge les professionnels, quand on prend le pouls sur le terrain concrètement, eh bien, l'interopérabilité, qu'on parle d'IFC, qu'on parle de format natif, et quelle que soit la solution, hein, celle que vous représentez tous les deux et d'autres, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même une crainte et parfois une difficulté. Euh, alors, toi, comme Guillaume, qui rencontrait beaucoup de professionnels, de clients, etc., quel est ton point de vue sur ces difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui en matière d'interopérabilité des données et des solutions? Alors, bon, je dirais qu'effectivement, hein, il y a globalement alors déjà, quand on parle d'interopérabilité, je pense qu'il ne faut pas limiter ça au seul format IFC. Là, on parlait de gestion de patrimoine. Il faut savoir qu'en termes de gestion de patrimoine, il y a énormément de biens qui sont gérés ou d'outils de gestion et de maintenance qui utilisent soit une connexion à une base de données ou un environnement commun de données, ce qu'on appelle un CDE en langage anglo-saxon. Les Britanniques et les Américains, pour gérer leur patrimoine, eux, ont choisi le COBie, qui est en fait un sous-ensemble du format IFC. En gros, c'est comme un format de type texte tabulé. Donc, globalement, je dirais que l'interopérabilité, comment dire, il faut la réfléchir avant de la mettre en place. Savoir qu'il n'y a pas une réponse unique pour l'interopérabilité. Évidemment qu'on va être confronté à des soucis. Alors après, il faut aussi comprendre d'où viennent ces remarques par rapport à la difficulté de l'interopérabilité. C'est sûr que les gens qui ne sont pas encore passés au BIM s'appuient souvent sur sur cette excuse, je dirais, pour dire bon, ben, on ne va pas y aller parce qu'effectivement, l'interopérabilité n'est pas encore au point, etc. Je pense que pour ceux qui pratiquent l'interopérabilité, il y a effectivement énormément d'avantages. Il y a des inconvénients, il y a des difficultés, il ne faut pas le masquer. C'est aussi beaucoup lié à des problématiques de méthodologie. C'est-à-dire que une grande majorité de professionnels n'ont malheureusement pas eu soit l'occasion d'être formés, ou n'ont pas été confrontés à ces problématiques d'interopérabilité. Et typiquement, on va se retrouver dans des situations un peu ubuesques où vous avez des architectes, par exemple, qui vont fabriquer des poutres à partir d'un bout de mur, ou même pire encore, des poteaux à partir d'un bout de mur. Et du coup, effectivement, là, on va se retrouver avec des problématiques d'interopérabilité, puisque dès qu'on va vouloir faire des échanges, dès qu'on va vouloir, par exemple, estimer des quantités, les catégories n'étant pas respectées, ça va générer des problèmes qui vont impliquer la responsabilité des parties prenantes du projet. Donc, je pense que l'interopérabilité, même s'il peut y avoir des soucis, c'est essentiellement aussi une problématique de méthodologie et de se
pencher sur finalement comment est-ce que je dois organiser mes méthodes de production en fonction d'ailleurs de l'acteur que j'ai en face, de manière comment dire, à fluidifier ces échanges. Guillaume l'a dit, tous les professionnels sont amenés à échanger entre eux. Un architecte va être amené à travailler avec un bureau d'études structure ou un bureau d'études environnement. Émilie a parlé d'échanges notamment avec pour la partie gestion et maintenance. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on met comme stratégie en face de ça pour s'assurer que tout se passe du mieux que possible? D'accord, merci Emmanuel. On creusera un petit peu ces questions tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole à Julien. Alors, Julien, on a entendu des mots quand même en parlant d'un sujet qui, a priori, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, est plutôt technique. On a entendu de la part d'Émilie Touré le mot agilité. On a entendu le mot échange-collaboration avec Guillaume. Emmanuel vient de parler de méthodologie et d'interaction. Toi qui accompagne beaucoup d'entreprises dans la mise en place de processus BIM, hein, on parle bien de processus, quelles sont les difficultés que toi tu constates chez les entreprises que tu accompagnes qui se sont lancées ou qui veulent se lancer dans le BIM? Le volet technique doit compter, certes, mais pas que. Je vais reprendre un peu ce qu'ont dit Emmanuel, Guillaume et Émilie, mais globalement, déjà, je voudrais préciser quelque chose. Effectivement, il faut rappeler qu'on est dans des métiers de la construction, des métiers techniques, et on va retrouver des architectes, des bureaux d'études. Et je pense que déjà, il faut faire le choix du bon logiciel et du bon outil par rapport à ses propres besoins. Et l'interopérabilité, en fait, est nécessaire, effectivement, parce qu'un économiste va travailler, par exemple, avec un tableau Excel et des plans 2D. Un acousticien va travailler aussi potentiellement avec des documents Excel. Un bureau d'études structure va utiliser des modèles 3D issus d'un logiciel alpha et avoir un logiciel de calcul derrière, etc. Donc, du coup, je pense que déjà, la priorité, quand je donne des conseils, c'est effectivement, il faut déjà identifier, en fait, quand on fait un choix d'outils ou de solutions logicielles BIM, on est dans une logique métier. On parle souvent de BIM, mais en fait, la finalité, quand même, c'est de construire un ouvrage qui fonctionne, qui soit bien dimensionné, etc. Et ça nécessite effectivement derrière d'avoir des exports et des échanges qui soient interopérables. C'était juste une petite remarque. Après, par rapport aux difficultés qu'on rencontre, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, effectivement, comme l'a dit aussi Emmanuel, travaillent sans forcément identifier les données que les autres dont les autres vont avoir besoin. Je m'explique. En fait, le travail collaboratif, quand on dit collaborer, ça veut dire qu'on va travailler avec les autres. Ça veut dire que quelque part, il faut accepter aujourd'hui que quand je crée un modèle digital, je ne parle pas que de maquette 3D, je parle bien de modèle digital, je vais créer des données qui sont propres à mes propres usages. Par exemple, si je suis ingénieur structure, je vais avoir besoin de dimensions et de caractéristiques techniques propres à la résistance mécanique de matériaux. Mais quand je vais créer mon modèle, il va potentiellement être utilisé par un autre acteur. Et donc, c'est de savoir déjà en amont quelles sont les données dont j'ai besoin moi et celles potentiellement que les autres pourraient utiliser. C'est le cas encore plus flagrant sur la partie simulation thermique où, par exemple, le thermicien va avoir besoin d'informations sur des volumes, des espaces, des surfaces, mais aussi des propriétés de matériaux, etc. Et ce n'est pas forcément lui qui va produire cette information, c'est potentiellement les autres. Oui, et donc, il y a déjà… Je me permets juste de faire un lien avec ce que disait Guillaume tout à l'heure. Tout à l'heure, Guillaume nous disait les activités sont, et c'est historique et organisationnel, sont silotées. Demain, l'objectif du BIM, enfin, un enjeu attendu fort du BIM, c'est de désiloter un petit peu tout ça et d'apporter plus de transversalité. Tout à fait. Et aussi d'avoir bien conscience qu'effectivement, on ne produit plus la donnée que pour soi. Ensuite, au niveau de l'interopérabilité, il y a effectivement identifier les données. Si je prends par exemple l'exploitation maintenance, les informations qui sont nécessaires, il faut identifier sous quel format elles doivent être. On parle souvent de maquettes, une fois de plus. On travaille souvent avec des maîtres d'ouvrage qui, quand on fait l'état des lieux de leurs besoins, c'est simplement des fois un tableau Excel qui va leur suffire avec un inventaire technique de tous les équipements qu'ils ont, toutes les surfaces, etc. Parce qu'ils ont fait le choix potentiellement de ne pas avoir à gérer dans le temps une maquette. Donc, le type d'information aussi est très important.
Et ensuite, il y a un autre point aussi, c'est tout ce qui est règles. Parce que l'interopérabilité, en fait, on parle de formats digitaux. Il est important aussi de savoir codifier, structurer l'information. Parce que pour qu'une information puisse être échangée, il faut qu'elle soit conforme, c'est-à-dire qu'elle réponde à un usage, donc soit le sien, soit celui du confrère, mais aussi que ces informations aient le même langage. C'est-à-dire que je dois nommer les choses dans une maquette ou dans un modèle de la même façon que mon collègue, etc., pour qu'ensuite ces informations puissent en fait communiquer ensemble et structurer aussi de la même façon. Je prends l'exemple qu'on voit souvent, c'est l'export IFC, par exemple, depuis un logiciel. La plupart des logiciels, d'ailleurs, quelle que soit la marque, sans les citer, on les connaît à peu près tous, font de bons exports IFC. La question, c'est comment je paramètre mon export. C'est-à-dire que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quelles sont les informations dont j'ai besoin. Quand je fais un export IFC, en fait, je peux sortir différentes données et le paramétrage, en fait, permet justement de sélectionner l'information dont j'ai besoin, si c'est des propriétés d'équipement, des surfaces, etc. Donc, en fait, on retrouve bien en fait, l'esprit collaboratif où je dois identifier des informations, codifier des informations avec un langage commun. C'est le rôle aussi de la convention BIM qui doit fixer ces règles du jeu. Il faut que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Le fait de bien intégrer que le modèle que je vais produire va servir aussi pour d'autres collègues parce que, comme l'avait dit aussi Guillaume, eh ben, l'idée, c'est d'éviter les ressaisies et les pertes de temps. Et donc, il y a toute une organisation à mettre en œuvre. Et pour répondre à ta question, les gens qu'on rencontre souvent n'ont pas ça en tête. En fait, les gens souvent ont dans l'esprit que le BIM, c'est plutôt on monte un axe Z sur un plan AutoCAD. Donc, en fait, ils reprennent les mêmes habitudes qu'auparavant, vont modéliser en fait un modèle 3D en ayant une vision spatiale, mais n'ont pas à l'esprit qu'en fait, maintenant, ils ont un modèle qui va embarquer énormément d'informations et qui vont servir par ailleurs à la maîtrise d'œuvre ou aux entreprises. Et du coup, sans se préoccuper en fait de ça, ils peuvent créer un modèle qui correspond pile poil à leurs besoins, mais quand ils vont le donner à d'autres corps d'État, et ben en fait, il va être inexploitable. C'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est la collaboration et l'interopérabilité entre acteurs, parce que si effectivement les gens n'ont pas conscience de ça, que la collaboration, ce n'est pas simplement une plateforme, c'est aussi un état d'esprit, une prise de conscience collective, et ben en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Très bien. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour revenir vers Émilie Touré. Émilie Touré, on vient d'entendre parler de convention BIM. On entend aussi souvent comme un des enjeux forts, et vous le disiez vous-même hein, tout à l'heure, vous ne vouliez pas que le BIM soit un facteur d'exclusion des marchés pour certaines entreprises qui ne se sentiraient pas prêtes ou pas concernées. Comment vous intégrez ces niveaux d'exigence, de précision, d'objectifs précis dont vous parliez tout à l'heure, dans à la fois les appels d'offres et aussi dans les conventions. Parce que finalement, en fonction de ces éléments-là, une entreprise va se sentir plus ou moins mature et prête et à l'aise, légitime, j'ai envie de dire, pour se lancer dans un projet BIM. Et surtout, est-ce qu'elle doit le faire sur des gros projets dès le départ? Alors, de notre côté, quand on a mis en place quand on a rédigé notre charte BIM, également le cahier des charges de la maquette BIM Maintenance, nous sommes partis du logiciel GMAO que l'on utilisait jusqu'à un an pour extraire les informations qui nous étaient nécessaires sur les équipements techniques, par exemple, et sur la maintenance d'un bâtiment. Ces informations-là, on les a répertoriées, on les a intégrées à notre cahier des charges de la maquette numérique BIM Maintenance. Et on a un plus, le logiciel qu'on utilisera demain est Active 3D, intégrer le cahier des spécifications de la structuration de la maquette que nous impose Sopra pour que la maquette IFC puisse être lue dans Active 3D. Donc, toutes ces informations ont été intégrées à notre cahier des charges qui est mis à disposition des entreprises et des personnes qui répondent à nos marchés lors du DCE. Et les entreprises savent jusqu'où elles vont devoir aller, les informations qu'elles vont devoir rentrer dans la maquette. Et ça permet de clarifier un petit peu ce qu'on attend aussi des entreprises. Très bien. Je me permets juste de préciser une chose, en fait. Quand vous parlez de convention BIM, est-ce que vous pouvez rappeler, parce qu'on a un tiers des personnes qui n'ont
qui ont répondu tout à l'heure qui ne font pas de BIM encore. Est-ce que vous pouvez simplement préciser, parce que ça peut être un outil, une manière de sensibiliser, de rassurer aussi. Quand un projet est lancé en BIM, il y a ce qu'on appelle une convention. Est-ce que vous pouvez très rapidement juste nous préciser quels sont les objectifs de ce... Je ne vous ai pas trop entendu. Pardon. C'est spécifié, est-ce qu'il y a une convention BIM? Donc, en fait, le maître d'ouvrage rédige une charte BIM qui définit les objectifs du maître d'ouvrage. Nous avons également un cahier des charges de la maquette numérique BIM Maintenance qui spécifie ce qu'on attend de chaque intervenant pour la maintenance dans le futur. Et ensuite, le maître d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'œuvre répond à ces exigences en rédigeant une convention. Donc, dans la convention, on retrouvera toute la méthodologie qui sera mise en place pour réaliser le projet, avec les échanges entre les différents intervenants, comment les échanges vont être faits, comment la maquette sera remplie, est-ce qu'on mettra en place une plateforme ou non. C'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui rédige cette convention. Très bien, merci. Alors, un sujet, Julien l'évoquait lui-même en introduction tout à l'heure, un sujet important quand on parle d'interopérabilité finalement et de capacité des acteurs et leur donner leurs solutions à interagir, échanger, etc. Évidemment, se pose d'entrée de jeu la question de la formation. Est-ce que si je ne suis pas en mesure de me projeter dans l'interopérabilité, de comprendre de quoi il s'agit, ou si j'ai si je me laisse influencer par ce que j'entends dire autour de moi, est-ce que c'est pas tout simplement aussi, là je pose une question, parce que je ne sais pas vraiment de quoi on parle, ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas été assez formé? Là, je vais m'adresser dans un premier temps aux éditeurs. Je vais commencer par Emmanuel, et ensuite je donnerai la parole à Guillaume sur cette question de la formation. Est-ce que du point de vue de la formation initiale et aussi de la formation continue, est-ce qu'on donne les moyens aux professionnels et aux futurs professionnels de comprendre et de faire collaborer finalement les différentes solutions et les différents métiers? Emmanuel, peut-être, pour commencer? Oui, effectivement, la formation, je dirais que c'est la clé de la réussite déjà de manière générale quand on travaille en BIM. Et effectivement, on constate que pour certaines filières, il y a encore une trop grande faiblesse en termes de formation, si on parle de formation initiale. Si on regarde par exemple les filières, les écoles d'architecture ou les écoles d'ingénieurs, malheureusement, on les forme sur des outils, dans le meilleur des cas, mais sur tout ce que le BIM change en termes d'organisation, en termes de responsabilité et entre autres en termes d'interopérabilité, de compréhension des enjeux stratégiques des échanges d'interopérabilité de manière générale. Malheureusement, on n'est pas du tout à la hauteur au niveau des écoles d'architecture et des écoles d'ingénieurs. C'est pas parce que vous allez enseigner à des étudiants d'utiliser un logiciel A ou B que vous allez finalement les rendre BIM ready ensuite quand ils arriveront sur le marché. Ensuite, sur les filières par contre qui sont gérées par le ministère de l'Éducation nationale, il y a donc tout ce qui est le lycée professionnel et lycée technique. Là, il y a véritablement une prise de responsabilité, une prise de conscience, pardon, il y a quelques années. Et du coup, depuis quelques années, on enseigne, et c'est obligatoire aux futures générations, tous les jeunes qui font des bacs STI, par exemple, dans le domaine du bâtiment ou des bacs professionnels, on leur enseigne à se servir de différents logiciels, on leur enseigne à se servir de scan laser et à justement échanger les données dans le format adéquat. Et on leur explique pourquoi on va plutôt utiliser en termes d'interopérabilité un format IFC ou un format GBXML ou un format pour les nuages de points. Donc il y a une véritable compréhension des enjeux, des échanges. Sur la partie formation continue, je dirais qu'on est un petit peu mieux loti, puisque si on regarde les formations que peuvent proposer par exemple Qualitel ou alors le Moniteur ou alors le CSTB, vous avez souvent un volet extrêmement important sur la partie interopérabilité, qui se focalise la plupart du temps, et c'est un peu dommage, uniquement sur le format IFC,
Parce que nous, on a constaté dans une étude qu'on avait réalisée avec les cahiers techniques du bâtiment qu'il y a aussi une véritable méconnaissance des différents formats d'interopérabilité au niveau français, puisqu'on s'est rendu compte qu'une vaste majorité des personnes ne connaissaient pas, par exemple, le format COBie ou le format GVXML ou le format CityGML, LandXML, ou alors le format STL pour piloter des machines à commande numérique, ce qui dénote bien que finalement en France, quand bien même on se retranche derrière des prétextes en disant non, mais l'interopérabilité ne marchait pas, etc., il y a une véritable méconnaissance des enjeux et de la pratique. Très bien. Je me permets d'enchaîner parce qu'on a un objectif de timing à tenir. Guillaume, on vient de parler, Emmanuel vient de parler de l'IFC. Alors, Oui. vous-même, en tant qu'éditeur, hein, vous jouez aussi un rôle en matière de formation, et j'ai envie de dire aussi dans l'accompagnement de vos utilisateurs. Quel est ton point de vue sur cette question des compétences et même de la connaissance? Alors, j'ai envie de dire que globalement, c'est quelque chose qui est effectivement important. Alors, la partie formation et compétences, j'ai envie de dire, elle se fait dans le temps. Aujourd'hui, le côté, quand je parlais tout à l'heure de casser les silos, c'était le cas avant où effectivement on sortait peut-être juste un DWG et on restait à faire de l'AutoCAD, entre guillemets, à se passer des fichiers. Aujourd'hui, nous, la philosophie, c'est plutôt de passer de ce côté 2D à la partie 3D. D'accord? Ça, c'est la première étape déjà de migrer un peu tous les acteurs du bâtiment, de dire voilà, on arrête la partie 2D, on monte à faire la 3D. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien sûr, c'est de la formation sur la partie outils, mais on n'a pas cette prétention d'apporter le métier. Ce n'est pas notre métier d'éditeur. Par contre, ce que j'aime bien, c'est cette approche en fait qu'on a d'approche à la carte, d'accompagner les gens sur les projets. C'est-à-dire que quand on forme quelqu'un à utiliser notre solution, derrière, en fait, on a un suivi derrière qui permet d'assurer la bonne mise en place de règles, de paramétrage, de bibliothèques, de formats d'échange, de façon à pouvoir sortir de la donnée et la partager avec les différents acteurs du projet. Donc, c'est vraiment le côté, pour moi, formation à la carte, c'est-à-dire que c'est un peu plus ce que j'appelle de l'accompagnement ou du consulting, ça dépend le mot qu'on va mettre derrière. Mais du coup, voilà, j'ai une équipe un petit peu moins de 20 personnes qui passent leur temps, je dirais, à aller chez les clients, 2 jours ou 3 jours, ça dépend, pour faire du suivi de projet, accompagner, améliorer les bibliothèques, améliorer les formats d'échange, sortir un rapport, comme on parlait tout à l'heure, pouvoir sortir de la donnée pour peut-être derrière avoir des mètres carrés, des surfaces linéaires, des surfaces de coffrage, préparer les banches, les méthodes, enfin plein de choses. Et du coup, ce côté formation, oui, c'est quelque chose sur lequel on est très accroché. Et en fait, on fait ça vraiment à la carte en fonction des besoins du client parce que les besoins ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Alors, on a dans vos deux réponses, merci, on a entendu parler d'interopérabilité, certes, mais on a peu entendu parler, et c'est peut-être parce que ce n'est pas votre périmètre, je ne sais pas, et là je vais revenir vers Julien Mercier et ensuite vers Émilie Touré. On parlait tout à l'heure, et tu nous as fait un focus là-dessus, Julien, sur le côté processus, le côté organisationnel, mais aussi, j'ai envie de dire, le côté culturel de la collaboration, de la coopération entre différents acteurs d'une même chaîne sur une opération. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui veulent se mettre au BIM, on leur propose également dans les packages de formation BIM, formation initiale ou continue, des montées en compétences sur ce qu'on appelle les soft skills, la collaboration, les outils digitaux. Le contexte nous montre que c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le côté management des acteurs, interopérabilité entre différents corps de métier, continuité, tu parlais de continuum dans une étape précédente, est-ce que, selon toi, il y a un manque? Est-ce que c'est de là que vient le principal point bloquant? Alors, j'ai pas la prétention de connaître toutes les formations qui existent, mais je sais que la fédération Sinov, on travaille avec l'OPCO Atlas, notamment sur la formation, le CQP Modeler, auquel j'ai participé. Mais si on reprend les écoles d'ingénieurs ou les écoles en formation continue, globalement, ces sujets-là sont peu abordés. Effectivement, on est très orienté sur les outils et on oublie effectivement tout l'aspect collaboratif et tous les enjeux qu'on a évoqués précédemment. Il y a un autre aspect aussi et d'ailleurs au sein de la fédération on travaille là-dessus, c'est que aujourd'hui pour un chef d'entreprise TPE-PME, que ce soit un bureau d'études, un architecte ou une entreprise de travaux,
je pense qu'il y a eu des erreurs de fait au niveau de la communication. Alors, j'incrimine personne parce que tout le monde aussi a appris en marchant, comme on dit. Mais effectivement, les gens se sont dit je vais acheter une solution logicielle et je vais me former à cette solution logicielle et je serai, entre guillemets, BIM ready. Et globalement, on a pu voir sur le terrain que ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de déceptions. Et on a réfléchi en interne et on s'est dit, en fait, globalement, la vraie problématique, si je parle de gens qui sont déjà dans des bureaux d'études ou cabinets d'architecture ou entreprises, c'est quand on veut faire du BIM, en fait, c'est de se poser déjà la question en interne, qu'est-ce que le BIM peut m'apporter? Pourquoi je fais du BIM, moi, chef d'entreprise? Aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entrepreneurs ou de bureaux d'études font du BIM parce que c'est le maître d'ouvrage qui leur impose de le faire. Parce qu'effectivement, dans le cahier des charges, il est demandé que le projet se fasse en BIM, etc. Et je trouve que c'est dommage parce que globalement, c'est un BIM subi et non pas un BIM, on va dire, proactif qui peut apporter de la valeur. Et donc, je pense qu'en termes de formation, effectivement, il faudrait que les bureaux d'études et autres déjà travaillent en interne en se disant, nous, bureaux d'études, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui pourrait apporter de la valeur, qu'est-ce qui pourrait effectivement améliorer nos processus de travail en interne. Le Covid, typiquement, par rapport au télétravail, la question s'était peut-être pas posée pour certains, mais il a fallu en une semaine être en capacité de mettre les gens chez eux et de continuer l'activité. Donc ça s'est fait un peu dans la douleur, mais typiquement, c'est ça, c'est de dire comment on peut travailler différemment, quels sont les points de douleur qu'on a, en termes de conception ou de réalisation de travaux, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer notre qualité de travail, nos délais, etc. Et à partir de là, d'identifier en fait des usages BIM, ce qu'on appelle, et de se dire, nous, on va faire du BIM parce que ça va nous aider à faire nos études, ça va nous aider à faire les relevés d'erreurs sur les chantiers, ça va nous aider à mieux gérer nos plannings, etc., etc. Et à partir de là, une fois qu'on a identifié en fait les usages et qu'est-ce qu'on veut en faire, c'est de se dire quels sont les outils qui permettent de répondre à ces exigences. C'est-à-dire, en fait, un peu travailler à l'envers, en fait. Et une fois qu'on a identifié les outils et tout ça, c'est de se dire, maintenant, je vais trouver une formation, en fait, qui me permette effectivement, au sein de mon cabinet, de mon entreprise, de mettre en place le BIM, mais par rapport à mon propre métier. Il y a eu aussi des problèmes de formation, notamment sur des formations généralistes sur les outils. Et il faut savoir qu'un thermicien, qu'un électricien, qu'un architecte ou une entreprise n'a pas du tout les mêmes exigences en termes de modélisation, en termes de rendu. Et donc, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir et de se poser la question, moi, en tant qu'entreprise, au sens large, pourquoi je fais du BIM et quelles sont les formations qui vont m'aider à atteindre mes objectifs. Et non pas acheter des logiciels et se dire, en gros, qu'est-ce que je vais en faire ou répondre potentiellement à un maître d'ouvrage. Enfin, c'est un peu notre point de vue. D'accord. Émilie Touré, justement, on parlait tout à l'heure du rôle et de la responsabilité du maître d'ouvrage. Voilà, on s'adresse souvent à vous en tant qu'entité qui donne l'impulsion sur le marché, qui va faire en sorte que les habitudes des professionnels qui répondent à un besoin d'un territoire s'adaptent aux nouvelles normes, aux nouvelles pratiques, etc. Comment aujourd'hui vous mesurez, parce que vous nous avez dit tout à l'heure sans vraiment prendre position, vous avez dit que vous avez à cœur que vos équipes certes, mais aussi les entreprises que vous sollicitez sur votre territoire soient matures sur le BIM, s'y mettent, puissent répondre demain aux appels d'offres, etc. Comment vous prenez, quel est le baromètre selon vous aujourd'hui en termes de maturité? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré sur l'offre disponible par rapport à vos besoins en termes de compétences? Et aussi, donc, pour revenir sur le côté cahier des charges, plutôt cahier des charges, plutôt opération. Aujourd'hui, vous, comment vous avez mis le pied à l'étrier directement, vous et vos équipes aujourd'hui sur la question de la formation? Est-ce que sur le volet collaboratif, c'est quelque chose aussi sur lequel vous les avez accompagnés? Vous-même, d'ailleurs, est-ce que vous avez été accompagné vous-même au sein de votre collectivité pour développer ces aptitudes plutôt comportementales, plutôt collaboratives, etc.? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Alors, retenez que la dernière et je reviendrai sur la première si vous voulez. Donc, à titre personnel, avant de prendre ce poste de BIM manager, il y a bientôt 2 ans que je suis en poste, j'étais chargée d'études au bureau d'études au sein de la collectivité en rénovation du patrimoine. Le BIM m'intéressait, donc j'avais décidé de postuler et ma direction était consciente qu'il y aurait dans tous les cas un besoin de formation.
Donc, il m'avait conseillé de regarder un petit peu le panel des formations qui s'offraient, qui étaient sur le marché. Et j'ai décidé de suivre le MSBIM qui est suivi au Pont, à l'École des Ponts à Paris, donc sur 1 an, à raison d'1 semaine par mois. Donc, je me suis formée à cette école, et en plus de ça, j'étais sur le terrain, entre guillemets, lorsque j'étais dans la collectivité. Ensuite, pour mes collaborateurs, je n'ai pas encore fait de formation directement avec mes collègues. On a des prestataires qui interviennent également pour nous, qui servent un petit peu d'AMO pour le BIM. On travaille beaucoup comme ça, on monte en compétences, on essaie d'évoluer sur des projets un petit peu pilotes, plus ou moins importants, et on essaie de le développer. Donc pour l'instant, on l'a développé sur les projets neufs, on espère le développer petit à petit sur les projets de rénovation, en commençant avec des projets pilotes et en faisant monter en compétences petit à petit l'ensemble des agents. D'accord. Alors, je vais me Ensuite, permettre… oui, allez-y, allez-y. ensuite, c'était par rapport aux entreprises, non ? Oui, par rapport aux entreprises, finalement, aujourd'hui, le marché, vous le sentez comment? Ça se développe fort, ou aujourd'hui, vous craignez demain que, pour vos enjeux actuels déjà de construction, mais aussi demain d'exploitation-maintenance, est-ce que vous craignez que demain, est-ce que vous craignez une pénurie de compétences sur le BIM pour répondre à tous les enjeux d'exploitation-maintenance à venir? Je suis globalement quand même positive. Je n'ai pas peur d'une pénurie de compétences. Je pense que beaucoup d'entreprises s'y sont mises. On a eu l'exemple d'un projet qui a servi de projet pilote, un des premiers projets qu'on a fait dans la collectivité, qui était un groupe scolaire, où les formations, alors c'était un projet en partenariat avec le PTNB, le Plan national de transition du bâtiment, plan numérique, pardon. Donc, une subvention avait été accordée en collaboration avec la Fédération française du bâtiment pour que les entreprises bénéficient de formations pour monter en compétence sur le BIM. Donc, il y avait plusieurs volets de formation. Ça avait commencé par le vocabulaire du BIM. Qu'est-ce qu'un cahier des charges? Qu'est-ce qu'une charte? Qu'est-ce qu'une convention? Comment est-ce qu'on y répond? Comment on la lit? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Ensuite, il y avait un choix de logiciel. Les entreprises étaient accompagnées si elles avaient besoin ou non de changer de logiciel pour continuer à travailler en BIM. Et sur ce projet-là, ce que l'on avait retenu pour les entreprises, c'était pas forcément une expérience en BIM, puisqu'à cette époque, les entreprises en avaient très peu. C'était surtout une motivation. Et il s'est avéré que ce projet pilote a été très favorable. Les entreprises ont monté en compétences. Elles sont quand même globalement très satisfaites de cette offre. Elles continuent à monter en compétences sur d'autres projets, pas forcément avec la ville de Toulouse, et à continuer à travailler en BIM. J'étais tout à fait en accord avec ce que disait Julien Mercier. Je pense que les entreprises, pour tirer le positif d'une expérience en BIM, c'est certes, dans un premier temps, répondre à un marché en BIM, puisqu'il faut que l'impulsion soit donnée d'un maître d'ouvrage, mais il faut qu'en interne, elle arrive à tirer le parti de ce qu'elle va pouvoir, de ce qu'elle va pouvoir développer en BIM et ce que ça va pouvoir lui apporter en interne. C'est vraiment l'intérêt pour que chacun puisse évoluer et développer le BIM, même en interne. D'accord, merci. Alors, je me permets juste, je précise à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on on va passer à une partie questions-réponses d'ici 5 minutes environ, d'accord? Parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent, des remarques aussi, et j'aimerais que vous puissiez chacune rebondir là-dessus. Avant de passer aux questions-réponses, j'ai envie après avoir partagé ce constat et déjà les pistes un petit peu de progrès, j'aimerais faire un tour de table en vous demandant à tour de rôle, quelles sont selon vous les conditions pour que demain, au regard de tout ce qu'on s'est dit, autant sur le volet technique, organisationnel, humain, compétences, on a beaucoup parlé de formation, quels sont les leviers de progrès selon vous qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut actionner pour améliorer l'interopérabilité, faire en sorte que ce ne soit plus un frein et peut-être faire plus de pédagogie, parce qu'a priori, d'après ce que nous disait Julien, c'est aussi parfois par manque de connaissances de ce que recouvre le BIM et de ce que recouvre la notion d'interopérabilité. Donc, je vais commencer par Guillaume Vray. Guillaume, selon toi, quelles sont demain les pistes de progrès pour que l'interopérabilité ne soit plus perçue comme
une contrainte, voire même, j'ai envie de dire, un frein pour mettre le pied à l'étrier du BIM. Et qu'est-ce que les éditeurs peuvent faire? Justement, quel est le rôle des éditeurs en la matière? Bah, justement, c'est un peu, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure parce que c'est un peu dans la même ligne. On parlait de l'IFC. L'IFC, c'est plus un débat parce que c'est le standard du marché et c'est un format qui est indépendant de tout éditeur. Donc, pour que ce soit un éditeur qui vous le dise, c'est plutôt bien de pouvoir s'appuyer sur ce format-là, qui est un format partagé entre nous tous. Donc ça, je pense que c'est vraiment une chance dans nos métiers et pour les acteurs de la construction. Ensuite, bien souvent, quand on parle de j'arrive pas, par exemple, il y avait une question tout à l'heure d'un monsieur sur la partie géoréférencement des modèles. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entre différents logiciels en disant bah ouais, mais non, là, géoréférencement ne marche pas et ainsi de suite. Et ben en fait, nous, c'est une question qu'on a souvent, qui est récurrente, donc je serais ravi de le partager. Et il s'avère que voilà, justement, avec de l'accompagnement et un peu de consulting, quand on se pose autour de la table, et ben on y arrive. Et on arrive à avancer et à faire que les choses s'échangent et se partagent bien. Donc ça, c'est aussi une de mes réponses, mais non, clairement, c'est de prendre le temps de se poser. Et une fois que les gens comprennent que oui, ça marche, et ben là, il y a un vrai gain. Et en termes de boucle de modification, en termes de temps passé, aussi bien pour les études que pour d'ailleurs pour l'exploitation, oui, il y a plein de choses à faire. Mais faut pas croire que non, les choses ne s'échangent pas et se partagent pas. Faut bien se poser au départ sur qu'est-ce qu'on veut échanger. Une fois de plus, c'est casser ces fameux silos, quoi. Voilà. D'accord. En parlant de silos et dans l'esprit un peu des professionnels, Emmanuel Di Giacomo, Emmanuel, selon toi, quel est le rôle des éditeurs? Est-ce que les éditeurs œuvrent entre eux, hein, parce que quand on est entreprise, on peut plutôt aussi les percevoir comme des concurrents, hein, qui veulent à tout prix placer leurs produits, leurs offres, etc. Mais est-ce que derrière, vous contribuez en coulisses justement à cet intérêt, j'ai envie de dire, général pour la filière, à faire en sorte que vos solutions convergent vers l'interopérabilité? Oui, je pense que effectivement les éditeurs ont une action extrêmement vertueuse par rapport à justement cette amélioration de l'interopérabilité. Alors déjà, on parlait du standard IFC. Le standard IFC, d'où vient-il? En fait, ça a commencé en 96 avec une association qui s'appelait l'International Alliance for Interoperability, qui est devenue Billing Smart International. Je crois que c'est 1 ou 2 ans après. Et en fait, cette organisation a pour objectif donc de définir les futures grandes lignes du standard IFC, les futures déclinaisons aussi, notamment le format IFC pour toute la partie infrastructure, et une grande majorité des éditeurs, dont Autodesk, dont le groupe Allplan, dont Trimble, etc., participent à cette organisation qui se réunit de manière extrêmement régulière. Vous avez des experts de l'interopérabilité qui échangent pour faire évoluer justement le standard IFC. Et après, il y a une action beaucoup plus locale et beaucoup plus vertueuse des chapitres locaux. Par exemple, en France, il y a Billing Smart France qui a une action assez proactive de ce point de vue-là, qui met à disposition des guides sur l'interopérabilité, des guides méthodologiques. On parlait de méthodologie tout à l'heure, sur typiquement comment gérer le géoréférencement quand on travaille par exemple dans Revit, dans le plan ou dans n'importe quel type de logiciel. Donc là, on est dans le domaine du partage des bonnes pratiques, de l'évolution aussi du standard par rapport aux besoins du marché. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut absolument continuer dans ce sens-là. Et les éditeurs, bien entendu, en tant que membres de Building Smart International, financent aussi les efforts d'amélioration de l'interopérabilité. Après, ce dont on a besoin aussi, c'est du retour des utilisateurs. C'est-à-dire s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut absolument qu'il y ait cette culture en France qu'on n'a pas forcément, de faire remonter les informations aux éditeurs en leur disant écoutez, j'ai un problème entre tel logiciel et tel logiciel, de manière à ce que les éditeurs puissent corriger ces défauts ou puissent améliorer l'interface utilisateur. Sinon, effectivement, on va stagner, on en restera toujours au même point. Et encore une fois, au niveau culturel, il faut absolument qu'il y ait cette compréhension que des professionnels comme Émilie Touret ou comme Julien Mercier ont parfaitement de je vais échanger, mais quel est mon objectif? Donc, si mon objectif, c'est par exemple de piloter des machines à commande numérique, c'est peut-être un format propre à la machine à commande numérique que je vais utiliser.
est-ce que ça se passe bien ou pas, etc. Si je fais de l'étude de performance énergétique, comme l'a dit Julien, j'ai besoin peut-être de passer par le GVXML. Donc, il faut qu'il y ait une éducation. Et on est tous acteurs finalement de ce changement et de cette révolution des pratiques et des méthodes. Et aussi, on est tous acteurs de l'évolution du format en tant que tel. Il ne faut pas se reposer uniquement sur les éditeurs ou sur les utilisateurs. C'est tous ensemble que nous allons réussir à faire évoluer les choses. D'accord, merci beaucoup Emmanuel. Émilie Touré, je sais que vous avez une contrainte, hein, donc n'hésitez pas, vraiment. Quel levier vous pensez-vous actionner et est-ce que vous attendez aussi, vous attendez peut-être des acteurs de l'écosystème comme Sinov, comme les entreprises, les maîtres d'œuvre, vous pouvez mettre en œuvre demain pour que l'interopérabilité progresse? Alors donc, je pense que pour que l'interopérabilité progresse, pardon, ça passe aussi par une formation, par une évolution un petit peu des mentalités. Chacun travaille sur un logiciel, comme ça a été dit précédemment. Chacun fait remonter un petit peu les problèmes qu'il peut avoir pour que les éditeurs puissent faire évoluer aussi leur offre sur le marché. On travaille déjà un petit peu dans ce sens-là, nous, en interne. Ensuite, on essaie d'échanger avec, comme on l'a dit précédemment aussi, avec le Sinov, avec l'Ordre des architectes, pour savoir un petit peu quels problèmes peuvent être rencontrés par chacun, voir si nous, en tant que maître d'ouvrage, on a peut-être un rôle à jouer. On nous avait fait, c'était pas forcément l'interopérabilité, mais peut-être qu'on n'était pas assez précis dans notre demande, dans notre cahier des charges sur les besoins en maintenance. On a essayé de travailler sur ce point-là. Il sera peut-être à améliorer dans le futur avec les retours d'expérience qu'on aura. Et ensuite, c'est travailler avec les logiciels, essayer de les faire communiquer ensemble, voir comment est-ce qu'on peut faire remonter les problèmes qui sont visibles sur le terrain. Merci beaucoup, Émilie Touré. Julien Mercier, est-ce qu'on enchaîne sur les questions ou est-ce que, selon toi, est-ce que tu souhaites partager un message fort avant de répondre aux questions concernant justement les leviers de progrès, selon toi, alors qui peuvent relever de la responsabilité notamment des représentants de l'ingénierie, mais aussi des maîtres d'ouvrage, des éditeurs ou autres acteurs de la filière, pour que l'interopérabilité, et là je compte sur toi sur le volet humain et côté management de projet spécifiquement, progresse, pour que l'interopérabilité progresse sur ce… Voilà. Alors, je n'ai pas de recette magique, hein, malheureusement, mais moi, je dirais qu'une seule chose, c'est qu'il faut donner du sens. Globalement, on s'aperçoit que beaucoup de gens sont sur des projets, des équipes de maîtrise d'œuvre dans lesquelles on est des fois. Elles répondent à un dossier en BIM, mais en fait, elles le font parce qu'elles ont besoin de travailler, comme tout le monde. Elles n'ont pas forcément toutes les compétences requises. Et souvent, elles ne comprennent pas l'intérêt, l'objectif. Et je pense qu'il y a un travail commun à faire entre la maîtrise d'ouvrage qui, je pense, doit mieux expliquer pourquoi elle fait du BIM, quels sont ses attendus et donner du sens en fait à tout ça. La maîtrise d'œuvre, pareil, il faut que les gens communiquent beaucoup plus, expliquer quelle est la démarche par rapport au décalage qu'on peut avoir en termes de maturité. Aussi au niveau des entreprises, leur expliquer quels sont les attendus, etc. Je pense qu'il y a un problème de communication entre les acteurs et surtout une notion de sens, puisque de ce qu'on peut voir nous, beaucoup de gens considèrent le BIM un peu comme une contrainte, enfin même comme une forte contrainte, et certainement pas comme quelque chose, un vecteur de valeur ajoutée ou de gain potentiel. Alors il y en a heureusement qui le voient, mais ceux qui débutent ou qui n'ont pas pris toutes les formations, comme on a expliqué, voilà, ne le voient pas. Donc c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au travers du RexBIM. Hein. Beaucoup de gens se posaient des questions. Et donc là, c'est là-dessus où il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il faut rester aussi assez humble. Le BIM, il peut se réussir en faisant des choses très simples et aussi accompagner tout le monde parce qu'on le voit bien, si dans une équipe, il y a quelqu'un qui est plus en difficulté ou qui débute, tant qu'il ne voilà, il ne faut pas chercher à le noyer ou il faut aussi communiquer et voir comment on peut l'intégrer et l'accompagner dans l'équipe. Il y a une période transitoire à passer et ça se fera ensemble. Et donc, il faut que tout le monde y voit un intérêt commun et donc pour ça, il faut que ça ait du sens. Très bien.
Je vous propose, on va enchaîner sur les réponses. Juste avant, faites-nous signe, Émilie Touré, si vous devez nous quitter, hein. N'hésitez surtout pas. Et merci si c'est le cas encore de votre présence. Parce que là, quand je vais ouvrir l'onglet questions-réponses, je ne vous verrai plus. Donc, je ne pourrai pas vous dire au revoir. Donc, si vous nous quittez en cours de route, je vous salue par avance. Sinon, bon, ravi si vous pouvez encore rester quelques minutes avec nous. Donc, parmi les questions qui se sont posées, alors, on a quelqu'un qui a quitté assez tôt, vous voyez, qui a quitté assez tôt la conversation en disant, moi, je fais de la VRD, j'espérais pouvoir trouver une raison à l'usage du BIM, mais je ne suis pas concerné. Très rapidement, la VRD concernée par le BIM ou pas, hein? On n'est pas dans l'interopérabilité, mais finalement, on voit qu'il y a peut-être que tous les métiers ne se sentent pas concernés. Concerné par le BIM, hein, vous avez des outils de VRD qui existent sur le marché et au contraire, c'est de plus en plus intéressant parce que ça permet aux collectivités ou aux villes de travailler en toute sécurité, c'est-à-dire d'avoir une connaissance parfaite déjà de leur réseau VRD. Et ensuite, quand elles ont des travaux à mener pour faire des opérations, dévoyer des choses, etc., elles peuvent bénéficier justement de l'utilisation du BIM. Donc, c'est parfaitement aligné avec le BIM. D'accord, merci Emmanuel. Une autre question nous est posée, enfin une remarque en disant qu'un des aspects fondamentaux de l'interopérabilité, notamment en IFC, c'est le géoréférencement des modèles. Or, aujourd'hui, si je résume ce qui est dit, chaque software de géoréférencement a son propre système pour correctement géoréférencer et ça complexifie les échanges. Et c'est une question qui peut se poser un peu pour tout. Est-ce qu'il ne faut pas tenter d'uniformiser les systèmes, qu'ils soient de géoréférencement ou de modélisation demain? Alors, on parlait d'IFC peut-être, Guillaume? Ouais, mais enfin, ce cas-là, on voit bien que c'est un constat clair, par exemple, entre des échanges entre un architecte et un biostructure. Je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose qu'on est régulièrement amené à traiter, où du coup, il y a un archi qui est sur un logiciel, un biostructure, par exemple, qui est sur Alplan. Et en fait, on se rend compte que du coup, les deux, en fait, soi-disant, n'arrivent pas à échanger. Alors, l'architecte va dire, ah non, c'est le biostructure qui ne donne pas les infos comme il faut. Et le biostructure va dire, non, c'est l'architecte qui n'est pas capable de récupérer mes données comme il faut. Si on parle vraiment de cas pratique, on n'est pas dans la théorie, là, on est dans le vrai projet. Ça a été aussi une question qu'on a eue qui est un peu derrière. Je trouve que ce genre de choses-là, nous, on a eu le cas plusieurs fois et on a réussi à gérer la solution à chaque fois. Parce qu'il y a un ajustement, un petit coup de tournevis à mettre d'un côté, un coup de tournevis à mettre de l'autre côté, et ça se passe bien. Donc, en fait, bien souvent, et je reprends aussi, c'est ce qu'avait dit un petit peu Julien au départ, il y a du logiciel, mais il y a aussi beaucoup d'humains derrière, où en fait, comme c'est des lots séparés, ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'en fait, ah bah voilà, moi je fais mon lot d'archi, il fait son lot de biostructure, il doit me donner les infos, et après, voilà, ça s'arrête là. Alors qu'en fait, quand on a vraiment un consortium de gens qui se parlent en disant, bah attends, tiens, moi j'ai déjà fait ça, donc nous on a fait des fiches méthodes là-dessus. Alors la fiche méthode s'applique dans la majorité des cas, mais pas tout le temps, et dans ce cas-là, quand il faut, c'est là qu'on fait un peu de consulting personnalisé, et du coup, on est ravis d'accompagner. Voilà, n'hésitez pas. D'accord. Merci. Alors, merci à Émilie Touré, merci de votre présence et de votre participation. C'était vraiment primordial d'avoir le regard de la maîtrise d'ouvrage. Donc, merci de vous être rendu disponible. Et, donc, vous retrouverez cet enregistrement ultérieurement, donc suite à la fin du Rexbin Tour d'aujourd'hui. Donc voilà, merci à nouveau. Et je vais enchaîner sur les questions suivantes. On a une remarque, alors une question assez générale, mais finalement à laquelle le Rexbin Tour essaie de répondre dans son ensemble. Quels sont les points bloquants qu'ont rencontrés les BE, l'architecte, les entreprises? Alors ça va être une question très très large. Et qu'ont-ils fait pour les surmonter? Donc finalement, si on devait recenser les principaux points bloquants qu'on rencontre aujourd'hui par rapport au BIM, et qu'est-ce qu'on fait pour les surmonter? Julien, ta vision transversale et en tant que pilote du groupe de travail national, est-ce que tu es en capacité de donner 3-4 exemples clés, pistes clés des principaux points bloquants? Il y a le premier qui est ressorti beaucoup des RexBIM, c'est effectivement, j'en ai déjà parlé, c'est l'écart de maturité entre les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir dans une équipe de maîtrise d'œuvre des gens qui ont
qui ont une certaine aisance sur la modélisation et la compréhension de la convention BIM, etc., donc qui vont avancer, et d'autres qui sont plus sur la réserve et qui ne vont pas comprendre. Du coup, on crée un véritable décalage. Donc ça, c'est un véritable point bloquant. C'est lié d'ailleurs à la formation en partie. Donc ça, c'est le premier. On a eu un point bloquant qui était assez fort et qui est un petit peu moins vrai maintenant. C'est dommage que Émilie soit partie, mais c'est que les objectifs, ça revient à la notion de sens dont je parlais tout à l'heure. Les objectifs BIM ne sont pas toujours très clairs. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une période où les projets étaient lancés en BIM, où le maître d'ouvrage mettait le projet se fera en BIM, point. Et en gros, personne ne savait trop ce qu'on en attendait. Et c'est parti un peu en quenouille où chacun est parti selon son idée. Et ça a été aussi un point bloquant parce que globalement, on n'avait pas de règles du jeu en fait qui étaient clairement précisées. Et du coup, ça a pu faire capoter les projets. Le deuxième point, troisième, alors je ne parlerai pas de l'interopérabilité parce que c'en est un sans en être un, il est lié aussi à la formation, comme l'ont dit les deux éditeurs. On a un autre point bloquant, c'est qu'aujourd'hui, on constate, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, c'est qu'on a beaucoup de projets qui s'arrêtent en phase conception. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les équipes de maîtrise d'œuvre qui se sont peut-être mis au BIM plus tôt, je ne veux pas juger quoi que ce soit, mais ont su globalement, avec difficulté pour certaines d'entre elles, faire du BIM, ce qu'on appelle un peu de la BIM douille, mais ils sont arrivés. Et aujourd'hui, on a pas mal de projets qui s'arrêtent parce qu'on a les entreprises derrière qui ne se sont pas équipées. Et on retrouve pareil le même problématique de niveau de maturité, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple des entreprises de structure ou des lots techniques comme le CVC, l'ELEC, qui généralement ont déjà cette notion de 3D, avaient déjà anticipé, et ils voient aussi de l'intérêt et du sens parce que la coordination 3D en exécution, c'est très important. Mais par contre, des lots peut-être comme la menuiserie, des charpentiers, encore que c'est peut-être un peu moins vrai, mais qui globalement s'y sont pas forcément mis. Et du coup, on a les projets qui s'arrêtent, une fois de plus, pour des écarts de maturité et de formation. Donc globalement, voilà, c'est trois types de problèmes qui font que soit le projet ne se passe pas très bien, ou soit que effectivement ça doit s'arrêter. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui n'a pas été posée, mais qui aurait pu l'être au regard de ce qu'on a pu observer sur les étapes précédentes. En fait, quand on parle d'interopérabilité, on doit s'appuyer beaucoup aujourd'hui sur un acteur bien particulier sur un projet qui est souvent le BIM manager d'un projet ou la BIM manageuse. C'est une personne quand même qui est censée être une personne ressource, qui coordonne les acteurs et qui doit faire du liant même j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que demain, pour que l'interopérabilité soit pleine, tout le monde devra avoir les compétences du BIM manager? Julien, Emmanuel, Guillaume, allez-y. Vas-y, Emmanuel. Donc sur la compétence des acteurs et la centralité du BIM manager, effectivement, elle est importante. Il a un rôle clé, mais je pense que d'ici quelques années, peut-être que d'ici 3 à 5 ans, logiquement, ça devrait être intégré dans les pratiques des professionnels, c'est-à-dire qu'on aura des gens qui auront la compétence méthodologique sur ces nouvelles générations d'outils, au même titre qu'à une époque, en exagérant, finalement, tout le monde était capable de servir d'un rotring, de faire des ou d'automatiser un certain nombre de choses. Quand on est passé en CAO, finalement, même si le responsable CAO avait un rôle relativement important, malgré tout, ça n'empêchait pas de faire des projets sans avoir ce rôle central. Donc, je pense que la compétence, elle doit se diffuser de plus en plus au sein de l'entreprise. Elle ne doit pas être l'apanage uniquement d'une, de deux ou de trois personnes. Ça doit être vraiment, et c'est là où la formation est extrêmement importante, notamment au niveau initial et au niveau continu. Il faut absolument que ça devienne naturel. Comme ça, il n'y aura plus de peur, de crainte sur non, je ne veux pas faire du BIM, ou alors je fais du BIM parce qu'on me l'impose, comme l'a dit Julien. Ça doit répondre, les gens doivent comprendre qu'ils vont avoir un retour sur investissement, qu'ils vont faire de meilleurs projets. Émilie l'a dit, des projets beaucoup plus qualitatifs, qui coûtent moins cher, qu'on construit plus rapidement. Il faut que les acteurs se rendent compte de ça. Et on se rend bien compte que les entreprises qui ne sont pas passées au numérique, si elles ne le font pas, ce sera à terme
une mort ou une diminution conséquente de leur rentabilité. D'accord, merci Emmanuel. J'avais juste un complément, oui, Arnaud. Je partage complètement ce que dit Emmanuel. Effectivement, à terme, le rôle de BIM manager va, à mon avis, se diluer au sein des différentes entreprises, que ce soit l'architecte, la maîtrise d'œuvre ou les entreprises de travaux, où on aura peut-être un directeur de projet qui aura une compétence BIM. Je pense néanmoins que le métier pourra durer, mais sur des sujets peut-être plus complexes, parce qu'en fait, les usages évoluent, les technologies évoluent, et je pense qu'en fait, ce métier va évoluer. Il ne fera plus la même chose. Il sera peut-être sur du data management ou sur de l'intelligence artificielle, je ne sais trop quoi, mais globalement, il sera là potentiellement sur des sujets plus complexes. Aujourd'hui, je vois bien notre mission, c'est plutôt de l'accompagnement, de la formation, etc. Et comme l'a dit Emmanuel, justement, les entreprises elles vont atteindre un certain niveau de maturité assez rapidement, je l'espère, et elles seront complètement autonomes. Un dernier point, Guillaume, et je profite juste avant pour préciser à tout le monde, on a encore 2 questions à vous poser sur Klaxoon. Donc, pendant que Guillaume apporte son éclairage, vous à l'application si vous êtes déconnecté avec le code qui s'affiche à l'écran. À toi, Guillaume. Oui, non, je voulais rejoindre également ce que dit Emmanuel et Julien. Je suis d'accord avec eux. Moi, la notion de BIM manager, on en rencontre beaucoup chez nos clients, et on se rend compte que c'est un terme qui est arrivé derrière une nouvelle fonction. Mais cette fonction de BIM manager, elle n'est pas juste d'ouvrir des fichiers, de les refermer. D'accord. Pour moi, la notion de BIM manager, ça revient un peu le métier qu'on a connu avant qui s'appelait responsable outils et méthodes. D'accord. Donc, c'est vraiment un rôle pour nous de chef d'orchestre qui doit être capable de connaître les différents logiciels du marché et pas se focaliser que sur un seul logiciel, justement, et de pouvoir assurer cette intégration entre les différents silos. Et c'est vraiment comme ça que je vois le côté BIM manager. C'est un chef d'orchestre qui va organiser les process, les workflows pour s'assurer que chacun travaille de la bonne manière, avec la bonne efficience pour atteindre et aller dans l'intérêt du projet. Pour moi, c'est ça, BIM manager. Merci. Je vais arrêter et rendre maintenant sur Klaxoon pour la suite de nos échanges. Un petit instant. Donc, hop, si vous êtes bien connecté, on va pouvoir y retourner immédiatement. Voilà. Partager. Voilà. Alors là, les 2 sondages qu'on a vus tout à l'heure, attendez, je vais devoir vous bouger ma fenêtre vidéo parce que je n'ai plus accès à mon appli à Klaxoon. Voilà, donc j'arrête les sondages. Voilà. Et on va passer à 2 questions plutôt ouvertes qui feront peut-être écho à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Quelles sont vos principales difficultés dans l'utilisation du BIM aujourd'hui? Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une question ouverte. Vous avez une fenêtre qui s'affiche à l'écran. Je remets le code provisoirement pendant que tout le monde reprend son smartphone ou son iPhone et se reconnecte à Klaxoon. Voilà, donc la question apparaît sur vos petits écrans, hein, pas sur les grands. Privilégiez le smartphone. Quelles difficultés dans l'utilisation du BIM? Donc là, vous faites continuer. Vous cliquez sur ID, le petit rond qui se trouve en bas de votre écran de smartphone, et vous allez, voilà, des post-it qui apparaissent. Donc, quelle que soit la couleur, hein, peu importe pour cet exercice. Une idée par post-it, s'il vous plaît. Et donc, vous pouvez exprimer autant de difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans l'utilisation du BIM. Voilà, donc allez-y. Voilà, et moi, les idées dans voilà, le degré de maturité des partenaires, on me dit. Allez-y, hein. Vos contributions vont arriver à l'écran. La formation, on en a parlé tout à l'heure. Alors, je vais me mettre en… Voilà. Préparation des intervenants. Un seul logiciel qui, justement, nous limite pour échanger. Voilà, donc on a les côtés techniques qui peuvent avoir des incidences sur le côté collaboratif. La définition de la charte BIM, donc qui n'est pas toujours fine, comme nous le disait tout à l'heure Julien. Évidemment, la charte BIM, elle est censée donner un peu le cadre et les objectifs stratégiques, la philosophie BIM du donneur d'ordre, qui doit aussi guider tous les acteurs. Donc, allez-y. Hein,
Quelle difficulté? La prise de conscience de l'intérêt du BIM. Ah eh oui, si déjà on n'a pas pris conscience d'eux, et si on se dit, vous le voyez avec moi à l'écran, si on se dit, je ne sais pas si aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui va s'imposer, eh bien, on n'ira pas. Ou alors, c'est l'effet un peu de la transformation digitale. Je vais d'abord voir comment ça se passe chez les autres. Je verrai ensuite si je m'y mets ou pas, mais parfois il est trop tard. La méconnaissance générale des acteurs, mais aussi l'envie de trop vouloir en faire, ce qui crée l'effet opposé. On n'a pas pu l'aborder avec Émilie Touré. C'est le type de témoignage qu'on a eu avec beaucoup de maîtres d'ouvrage qui nous ont dit, nous-mêmes, on est en train de découvrir le BIM. Et du coup, on a privilégié pour mettre le pied à l'étrier, et c'est une invitation qu'on fait aussi à toutes les entreprises finalement, on a privilégié le fait de commencer sur des opérations plutôt modestes, plutôt petites, expérimentales, justement pour se faire la main, avec moins d'engagement, moins peut-être d'enjeux et de précision dans les modalités BIM pour justement se familiariser aux pratiques. Donc, ne pas vouloir faire trop vite, c'est aussi une manière de s'enlever de la pression et puis d'être en mode découverte, un laboratoire, comme on dit. Alors, on a une nouvelle idée qui est arrivée là. Les compétences pratiques du BIM manager qui restent souvent trop théoriques et basées sur le gros œuvre. D'accord. Donc, aussi un métier qui parfois qui est censé être facilitateur, mais qui parfois, a priori, ne répond pas forcément à tous les enjeux attendus. Voilà. Je vais encore attendre une trentaine de secondes pour avoir cette première vague de réponses. Des acteurs trop lointains et complexes à identifier. D'accord, ok. Donc, une manque de lisibilité aussi sur les acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les référentiels BIM existent? Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut répondre en appel d'offres groupés avec des AMO, avec des personnes qui vont jouer un rôle justement de coordination ou d'apport d'expertise sur le BIM, est-ce qu'on est en capacité de les trouver facilement? C'est peut-être aussi un bon moyen le fait de rendre l'information et les coordonnées accessibles, de débloquer un peu certaines situations ou d'inciter des acteurs moins matures à s'y mettre avec un accompagnement. Les opérateurs ou certains corps qui ne veulent pas partager leurs données. Et oui, c'est culturel, c'est aussi dans la philosophie. Le BIM, ça veut dire collaboration, mais qui dit ne pas vouloir partager, c'est un peu antinomique de la collaboration. Des professionnels et des voyous, on utilise le terme voyou, qui n'accompagne pas tant que ça. D'accord. Donc, l'effet peut-être, c'est un marché aussi peut-être qui se développe avec peut-être une part de personnes ou de professionnels qui disent experts en BIM, mais bon, peut-être que sur le terrain, ça ne se vérifie pas toujours. Voilà. Je vais arrêter cette question-là pour l'instant et vous pouvez continuer à y répondre encore 5 secondes pour une dernière question avant de passer à la conclusion avec Julien Mercier. Hop, j'arrête la question. Exprimez vos difficultés que vous rencontrez ou que vous estimez aujourd'hui présentes sur le marché. Quels sont vos besoins? Que vous utilisiez déjà le BIM ou pas, parce qu'on a vu qu'un tiers d'entre vous aujourd'hui n'utilisez pas le BIM. Quels sont, selon vous, vos principaux besoins pour vous mettre au BIM, pour développer le BIM ou l'intégrer tout simplement dans votre activité? Voilà, donc quels sont vos besoins pour intégrer ou développer le BIM dans votre activité? Alors, ah ça y est, ça fleurit. J'allais dire, allez-y. Alors, de la formation, voilà. C'est un peu le nerf de la guerre. J'en profite pour vous dire qu'on organise une table ronde sur le sujet spécifique de la formation le 18 juin, mais on verra les dates à la fin. Des outils homogènes, oui. Dans pas mal des échanges qu'on a eus aujourd'hui, on a entendu plein d'acronymes, de solutions, de types de formats, de plateformes, etc., qui peuvent avoir un effet anxiogène. C'est un peu une jungle, finalement, le BIM, quand on s'y intéresse de près. En tout cas, ça peut donner l'impression d'être une jungle et ça peut être anxiogène pour les professionnels. Donc, standardiser les méthodes et les outils, ça se rapproche un petit peu voilà, des outils homogènes.
Je vais encore attendre 1 minute et on pourra passer à la conclusion avec toi, Julien. Alors, formation. Alors, spécifiquement, se former, alors non pas au BIM, mais finalement se former en management. Tiens, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a des compétences techniques dans son métier, si on n'est pas un bon manager, on ne peut pas forcément être bon en BIM. Enfin, voilà. Voilà. Des capacités de management de projet aussi peut-être derrière cette solution, cette proposition. Solution open source pour ne pas dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. On ne l'a pas dit, mais il existe des outils qui permettent d'expérimenter, de découvrir et de s'exercer au BIM, hein, qui sont en ligne. On l'abordera peut-être lors de la table ronde sur la formation. N'hésite pas à rebondir également, Julien, hein, si tu veux, sur certains des items qui réagissent. Hein, ne te sens pas. Enfin, voilà, si tu souhaites rebondir sur une des suggestions, mais là, on est plutôt sur de l'émergence d'idées. Développer le mode projet. Je rapproche ça de la formation et du management. Voilà. Que le BIM soit plus un atout pour un projet et moins un business lucratif pour certains. D'accord. Donc, on a aussi cette crainte, a priori, alors fondée ou pas, mais que comme le BIM est émergent et se développe de manière exponentielle, et c'est pas censé se ralentir, a priori, que voilà, une crainte d'être mal accompagné par des entreprises qui ne sont pas forcément aussi expertes qu'elles le disent. Voilà, donc j'arrête ça dans 10 secondes. Pendant qu'on fait la conclusion, vous avez toujours la possibilité, je ne vais pas clôturer cette activité, n'hésitez pas, si des idées vous viennent pendant encore la conclusion, de continuer à contribuer à cette question sur vos smartphones. Voilà, donc par contre, je vais arrêter mon partage d'écran sur ce plan et je vais tout de suite déjà remercier nos 4 participants, même si Émilie Touré nous a déjà quittés. Je vais partager à nouveau l'écran. Merci à nouveau à Emmanuel Di Giacomo, à Guillaume. Et Julien, je te passe la parole pour conclure. Je vais conclure rapidement parce que je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Simplement, on voit qu'au travers des questions qui ont été posées sur la fin, on retrouve notamment le sujet de la formation, le sujet de la maturité des acteurs, les compétences, etc. En fait, pour conclure, je dirais que le BIM, c'est avant tout une problématique humaine, dans le sens où effectivement, on a des besoins qui sont liés à la montée en compétences des acteurs et pas simplement sur le digital. Ça a été noté sur la partie management. J'en ai pas parlé, mais on s'aperçoit aussi que le BIM met en avant des fois des carences en termes d'organisation dans les entreprises. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui font des remarques sur le BIM, mais qui n'en sont pas, qui sont plutôt des problèmes d'organisation. Donc, je dirais pour conclure que globalement, le BIM n'est pas un problème d'outils ou de logiciels aujourd'hui, même si tous ne sont pas forcément simples à apprendre. Il est avant tout un problème humain et d'organisation. Et pour les chefs d'entreprise, c'est vrai que c'est un enjeu important parce que c'est la conduite du changement et c'est pas quelque chose de si simple que ça. Autant ça peut être simple de se former sur un logiciel, mais changer l'organisation de son entreprise et la façon de gérer ses projets, c'est quelque chose, c'est un changement en profondeur. Donc voilà, donc c'est… Après, j'invite les gens qui sont dans l'ingénierie à se rapprocher effectivement de la Fédération Sinov, parce que, comme tu l'as dit, je pilote le GTBIM et on accueille avec plaisir tous les gens qui le souhaitent et peuvent même venir vers nous s'ils ont des questions, des choses comme voilà, sur des retours d'expérience que pourraient avoir d'autres acteurs de la profession. On échange également avec les autres fédérations, bien sûr, la Fédération du bâtiment, la CAPEB, et l'Ordre des architectes, on travaille ensemble, parce que c'est un enjeu commun. Voilà, je vous remercie tous. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses à vos questions et peut-être repartir aussi avec d'autres questionnements. Je remercie aussi les personnes qui se sont joints à nous, Milly qui a dû nous quitter, et Guillaume et Emmanuel Di Giacomo. Voilà, je vous remercie tous et merci à toi Arnaud d'avoir animé avec brio, comme d'habitude, ce RexBIM, on va dire, confiné. Je te remercie. Merci. Merci Julien, merci encore à tous. Les prochains rendez-vous, toujours à distance et en visio, en attendant que le RexBIM Tour reprenne la route, les routes de France. Le 4 juin, un retour d'expérience concret. Ça a été demandé dans les questions aussi. On aimerait avoir des retours d'expérience. Le RexBIM Tour, c'est la philosophie. Donc là, on aura un retour d'expérience concret sur une opération menée en BIM par au moins 2 acteurs qui ont participé à un projet BIM, avec des enseignements, des difficultés rencontrées. Le 18 juin, on en parlait tout à l'heure,
une table ronde sur la formation en tant que clé de voûte de la réussite du BIM. On va parler de la maturité des acteurs, mais pas que. Et 2 autres retours d'expérience qui ne sont pas encore détaillés, le 2 juillet de 14h30 à 15h30 et le 9 juillet de 14h30 à 15h30. Donc, vous recevrez des informations de la part de Sinov. En attendant, je vous invite aussi à aller visiter le site rexbimtour.fr où vous retrouverez aussi, c'est très intéressant, quasiment tous les retours d'expérience qui ont été organisés et partagés depuis le lancement du Rexbim Tour fin 2018, début 2019, des témoignages, des contenus vidéo, des synthèses. Vous retrouverez également en téléchargement ce qu'on appelle le Rex du Rex. Donc, c'est une synthèse de toute l'année 2019 du Rexbim Tour, des 5 étapes qui ont eu lieu, 5 ou 6 étapes qui ont eu lieu en 2019 avec voilà, beaucoup de contenu très riche, des retours d'expérience de maîtres d'ouvrage, de bureaux d'études, de maîtres d'œuvre et des témoignages de tous les acteurs de la filière. Voilà. Donc, rendez-vous sur le site rexbimtour.fr. Je ne sais pas, Inès, s'il faut préciser quelque chose aux participants quant à l'accès a posteriori à cette visioconférence. Non, ce sera directement mis sur le site. Donc, tout sera mis sur le site comme d'habitude. Bien. Merci encore Emmanuel. Merci Guillaume. À une prochaine sur le Rexbim Tour. Merci. Ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.